Alors bonjour Caroline Galacteros, c'est vraiment un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Vous avez une carrière remarquable en tant que géopolitologue et éditorialiste. Vous êtes docteur en sciences politiques, vous avez été colonel dans la réserve opérationnelle des armées et vous êtes fondatrice du think tank Géopragma et vous avez évidemment écrit et participé à de nombreux livres. Alors, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous partager avec nous ce qui vous a initialement attiré vers les sciences politiques et la géopolitique? Qu'est-ce qui a fait que la petite Caroline s'est passionnée pour ces sujets toute petite? Alors, toute petite, effectivement, j'étais déjà très, très intéressée par les batailles, les grandes figures, les crises, les choses qui ne se résolvaient pas, et pourquoi, et comment. Bon, voilà, ça, c'est toute petite. Après, concrètement, j'ai eu un professeur merveilleux quand j'étais en maîtrise de sciences politiques à la Sorbonne. Donc, après avoir fait des classes préparatoires, donc plutôt littéraires, mais déjà en histoire, enfin spécialisée en histoire. Et là, j'ai eu un professeur fabuleux qui s'appelait Pierre Dabzi, qui était un être complètement hors tous les cadres, à la fois ancien militaire de haute volée, agrégé de droit public, ambassadeur, député de Paris. Bon, bref, c'est lui qui a installé les études de défense et de géopolitique à Paris dans les années 70. Et donc, c'est ce professeur, en fait, que je trouvais, à vrai dire, c'est méchant pour les autres, mais enfin, c'était quand même le seul qui m'intéressait. Parce que venant des classes préparatoires, arriver en maîtrise à la fac pour la première fois, c'est dur, c'est lourd parce que on travaille peu, enfin ça change complètement de rythme. Et lui, il était passionnant, voilà. Et il avait une fondation d'État qui s'appelait la Fondation pour les études de défense nationale. Et en fait, je suis devenue, en restant son élève, après en troisième cycle, puis après d'ailleurs pour ma thèse, je suis devenue son assistante, etc. Puis après, je suis partie travailler dans les services de l'État. Voilà, Alors grâce à lui notamment, aussi. effectivement, vous en parlez, vous avez donc travaillé pour les services du Premier ministre, et donc avec cette vaste expérience que vous avez acquise en évaluation et en prospective stratégique, comment ces différentes perspectives ont influencé votre approche de la géopolitique? J'ai coutume de dire que je suis un peu l'obélix de la géopolitique. Si vous voulez, j'ai été plongée très jeune dans la marmite de potions magiques et dans la marmite du réel, puisque j'étais en charge du conflit yougoslave dans toutes ses dimensions, qui avait quand même une grande composante de terrain, d'expertise de terrain, pas seulement d'analyse et de ponte de notes à Paris, et que donc je me suis coltinée au réel en fait, et aux acteurs aussi, très jeune, très très jeune, puisque j'ai commencé, en fait, voilà, j'ai eu la chance de prendre un poste qui était occupé par quelqu'un qui avait 20 ans plus que moi avant. Bon. Donc j'ai tout fait un peu très vite, très tôt, on va dire, et c'est ça qui m'a orientée vers le réel, vers le pragmatisme, vers la réalité des faits et de certaines informations, vers la compréhension des dynamiques des uns et des autres, des buts de guerre des uns et des autres, du cynisme, du double discours, de la presse qui était déjà complètement à l'ouest, hein, enfin si j'ose dire, complètement larguée ou alors commandée sur le conflit yougoslave. J'ai eu la chance, voilà, de travailler à un endroit où l'information arrivait, la vraie information de ce qui se passe. Et quand on voyait l'information de ce qui se passe tous les jours, toute la journée, en temps réel, et qu'on a à côté les journaux, on se, dit, on se dit assez vite quand même qu'il y a un hiatus, il y a un trou, là, il y a quelque chose. Voilà, donc j'ai été biberonnée au réel et au pragmatisme, et j'ai trouvé ça passionnant. Et passionnant aussi voilà, d'être en contact avec toutes sortes d'acteurs à tout niveau, du plus bas au plus haut des échelles politiques, et de comprendre assez vite l'ampleur du jeu, parce que la Yougoslavie des années 90, c'est le premier grand conflit post-guerre froide où le monde entier est déjà. Alors dans un autre état qu'aujourd'hui, bien sûr,
mais est déjà en train de redéfinir ses positions, ses idéologies, son influence, sa crédibilité, ses intérêts, naturellement. Voilà, donc c'est ça. C'est vrai que ça a été une formation un peu comme un médecin ferait son internat, vous voyez. Voilà, c'est pouf, tout de suite. Voilà. Alors, vous parlez de pragmatisme, et comme on l'a dit en introduction, vous êtes la fondatrice et la présidente d'un think tank qui s'appelle Géopragma. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu comment ce think tank contribue à la rénovation de la pensée stratégique et diplomatique française? Ça, ce sont les objectifs qu'il s'est fixés et qu'il a toujours, et qu'il a toujours. Est-ce qu'il y contribue? C'est bien difficile de contribuer à la rénovation de la pensée stratégique française parce qu'on ne sait pas où elle est déjà, on ne sait pas ce qu'il en reste. Et manifestement, ça ne semble pas être une priorité de nos organismes officiels d'analyse et encore moins gouvernementaux. Donc, on est quand même malheureusement aujourd'hui dans un vide de la pensée stratégique. Et c'est vrai que moi, j'ai voulu créer Géopragma parce que énormément de gens me poussaient à faire quelque chose, justement pour réhabiliter, rénover un peu une approche pragmatique, une approche réaliste des questions internationales pour sortir un peu de la moraline des années 90 et 2000, qui, bien sûr, se heurtait à la réalité de ce qu'on faisait, tout simplement, notamment au Moyen-Orient dans les années 2010, mais déjà vis-à-vis de la Russie. Enfin, voilà, tout ça n'est pas né d'hier. Et donc, j'ai voulu créer ça, j'ai voulu réunir en fait des gens. Je l'ai fait. On est resté entre guillemets. Alors déjà, on a survécu, ce qui est déjà pas mal parce que le paysage, le landerneau des think tanks français est quand même assez limité et assez contraint et assez contrôlé d'ailleurs. Et nous, on a affiché notre liberté de pensée, d'analyse, de réflexion, de parole et liberté tout court, ce qui évidemment a beaucoup d'avantages intellectuels et un gros inconvénient, bah, c'est qu'on est pauvre et que donc on reste limité dans notre capacité d'action et d'influence de fait, parce que bah, il faut quand même de l'argent pour organiser des choses, pour inviter des gens, pour voilà, on peut Et justement, pas. justement par rapport à ça, quelles sont les principales réalisations ou les influences qu'a eu Géopragma jusqu'à présent? Vous me demandez de faire de l'auto, De de, l'autosatisfaction, de, c'est de, ça? de l'autosatisfaction et Non, je mais suis jamais un satisfaite petit de bilan sur moi-même, moi. l'aventure. Bah, un petit bilan. D'abord, elle n'est pas finie, l'aventure. Deuxièmement, on a réussi, je pense, à s'imposer justement comme ce petit pôle en France où il est possible de réfléchir, de dire un certain nombre de choses, de recevoir un certain nombre de gens, de ménager des espaces de dialogue et de rencontre entre des gens dont on estime dans le reste du landerneau des think tanks et des institutions qu'on ne peut pas leur parler, qu'on ne veut pas savoir ce qu'ils pensent, qu'on ne veut pas comprendre, qu'on s'en fiche, qu'on a, voilà, que notre politique, n'est-ce pas, se suffit à elle-même. Le problème, c'est qu'on ne fait pas de la politique étrangère sur un nuage, on l'a fait quand même dans le monde tel qu'il est. Donc, on a fait ça. On est très identifié, je pense, à l'étranger, clairement, parce que moi, je reçois énormément de choses, de propositions, de trucs. Après, on écrit. On fait un certain nombre d'études qu'on essaie de faire passer, de pousser des notes, des choses qu'on essaie de faire pousser vers le haut, si j'ose dire, de l'appareil institutionnel, avec des succès, il faut bien dire, relatifs so far, parce que, bon, voilà, il n'y a pas un écho non plus particulièrement accueillant. Mais en même temps, on existe, même si on est très attaqué, si je le suis moi-même, mais pas que moi, pas que moi, et de plus en plus, à vrai dire, puisqu'on est en train d'entrer dans une phase de verrouillage, de constriction complètement de la liberté d'expression. Donc, sur les questions internationales, sur d'autres aussi, mais sur les questions internationales, c'est très net et c'est très inquiétant, bien sûr. Vous vous êtes lancé dans une autre aventure, là, une toute nouvelle aventure qui a 2 mois. C'est une chaîne YouTube qui s'appelle Paix et Guerre. Et alors, bon, Oui. si on devait résumer, ça pourrait être d'analyser les lignes de faille et les signaux faibles de la conflictualité internationale
Alors, Ouais. quels sont les principaux défis ou tendances que vous avez identifiés récemment? Bah, on est à un moment quand même, à mon avis, très important qui a pris naissance il y a quelques années, mais là, ça devient tellement énorme qu'on ne va pas pouvoir le nier encore très longtemps quand même. On est à un moment de reconfiguration de la tectonique géopolitique mondiale, tout simplement. Le problème, c'est que l'Europe fait l'autruche, donc nous, on ne veut pas voir en fait ce qui est en train de se passer. Et donc, moi, ce que j'identifie, c'est qu'on est dans une phase donc, de mutation qui se fait d'autant plus violemment que nous refusons simplement d'ouvrir un peu nos oreilles, nos antennes, nos yeux euh, euh, au reste du monde qui, lui, a complètement basculé et s'est mis désormais en position de plus en plus nette à un pôle occidental qui, lui, décline en termes d'influence et de crédibilité. Ça, s'il y a une ligne de faille, voilà, elle est là. Le monde est en train de se recomposer et l'Occident, qui ne veut pas mourir en tant que puissance à la fois symbolique et concrète, dominante, eh bien, cherche à toute force à empêcher, en fait, cette évolution, alors qu'il y a largement la place et les possibilités pour chacun. Et c'est pas, je suis pas un ange, hein, je suis pas un ange de la paix, blablabla, bla, bla, pas du tout. Hein, je suis extrêmement réaliste. Je pense que je connais quand même assez bien les questions touche la guerre et la paix. Mais je pense on doit accompagner les mouvements et on doit chercher notre place plutôt que de se mettre en opposition frontale, surtout quand les éléments principaux qui faisaient notre crédibilité sont tous en déroute parce que le réel maintenant se voit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prétendre, après avoir... il faut qu'on arrête avec le discours qu'on tient depuis la fin de la guerre froide. Quand je dis on, je pense au pôle occidental, c'est-à-dire en gros, ceux qui dirigent, c'est les États-Unis, c'est clair, c'est net, et en dessous, l'Europe, qui suit d'une manière générale, à part quelques trublions, mais enfin qui suit, soit parce qu'elle croit que c'est son intérêt, soit parce qu'elle n'a pas les moyens de faire autre chose, soit parce que bah, c'est pratique, c'est bien, ça laisse les responsabilités aux autres, on n'a qu'à obéir, c'est sûr, c'est facile d'obéir. Bon, néanmoins, on est maintenant pris dans un sandwich terrifiant et on a de nouveaux modèles de puissance qui s'imposent. Enfin, je veux dire, il faut être complètement aveugle et autiste pour pas comprendre ça. Et la Russie en est un, bien sûr. Alors, on m'accuse, bien sûr, poutinophilie aggravée, je ne sais quoi. Bon, tout ça est tellement débile que c'est même pas la peine de s'y attarder. Mais en revanche, l'observation montre bien que la puissance russe s'est réhabilitée, restabilisée en fait. Nous, on passe notre vie à essayer de la déstabiliser, mais c'est restabiliser. Mais pas seulement concrètement par une armée, par une économie, etc., en dépit de toutes les sanctions, de tout ce qu'on essaie de faire contre. Elle s'est restabilisée en tant que pôle d'attractivité politique et géopolitique. Et ça, c'est du lourd. Voilà, on peut toujours expliquer qu'elle a le PIB de l'Espagne ou je sais pas, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'elle a fait une démonstration sans équivoque depuis 2015, depuis qu'elle est venue au secours de la Syrie, qu'on était en train de couper en morceaux et de confier à l'État islamique, euh, depuis 2015, ça a été son premier acte, si vous voulez, urbi et orbi, de résistance, de récalcitrance avec des succès. Et là maintenant, elle le fait en Europe. Elle le fait vis-à-vis d'un Occident qui veut sa peau. Bon, ça c'est clair, ça fait longtemps, voilà, on s'imagine que qui veut faire du régime change à Moscou, qui veut piller la Russie, mais c'est un très vieux rêve, qui veut empêcher son lien avec l'Allemagne, qui veut empêcher son lien avec l'Europe, qui veut casser la dynamique eurasiatique qui est en train, malgré tout, de se faire jour après jour. Il n'y a qu'à suivre un peu les actualités des BRICS pour comprendre l'ampleur du sujet.
Et donc, on veut empêcher ça de toute façon et on ne voit pas qu'elle, avec ce qu'elle a fait, y compris avec cette invasion en Ukraine, que évidemment nous rejetons, nous refusons, nous essayons de limiter à une compréhension extrêmement pauvre des raisons pour lesquelles la Russie est entrée en Ukraine, euh, elle est en train de démontrer qu'il est possible de dire stop, que l'hégémonie c'est fini, que le colonialisme c'est terminé, qu'il peut y avoir un nouveau modèle de puissance, qu'il faut revenir à des principes qui ont été quand même longtemps ceux de la Charte des Nations Unies, sur laquelle nous, Occidentaux, nous sommes assis bien plus que n'importe qui d'autre, depuis 30 ans. Et donc, elle est en train de montrer tout ça chaque jour. Et on se dit, mais on ne comprend pas pourquoi ce Poutine est félicité par la planète entière, à part l'Occident et l'Europe, et encore les États-Unis ont dit on va considérer qu'il est chef de la fédération, on va travailler avec lui. Bon. Mais nous, on n'en peut plus, on est fou furieux. Bon, mais ça ne change strictement rien au problème. Le problème, c'est que vous avez l'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine, la Chine, l'Inde, enfin tout le monde considère que c'est une bonne chose, en fait, ce qui se passe. Et qu'il montre pas l'exemple au sens d'un exemple sur le thème « il faut faire la guerre à l'Occident », mais l'exemple d'un nouvel ordre qui doit être reconnu d'une manière ou d'une autre. Et s'il faut faire la guerre pour ça, eh ben, ils vont la faire. Voilà. Parce qu'eux considèrent qu'ils ont une société cohérente, etc., etc. Et d'ailleurs, quand on voit quand même les résultats, moi, je veux bien qu'on m'explique que 87% du corps électoral russe a été bâillonné, ligoté, qu'on l'a forcé à voter. Enfin bon, ça me semble pas très crédible tout ça. En 2019, vous avez écrit, alors peut-être que c'était un livre un peu prophétique, Vers un nouveau Yalta. Vous abordiez les dynamiques du pouvoir mondial. Évidemment, depuis, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, hein. Le monde a beaucoup changé. Évidemment, on a ce conflit au Moyen-Orient, on a le conflit en Ukraine. Il y a des tensions extrêmement fortes autour de Taïwan, avec des enjeux aussi technologiques dont on parlera après. Mais est-ce que dans cette dynamique, vous pourriez nous donner peut-être des prévisions pour l'ordre mondial futur? Ouh, Qu'est-ce qui se oula. passe actuellement? Et imaginons peut-être que on pourrait se projeter vers des scénarios. Alors, en Europe, globalement, en Chine, où? Parce que au Moyen-Orient. Alors, je pense que Alors, bon, dans un premier temps, l'idée, c'est de comparer peut-être la Chine et les États-Unis dans le leadership mondial et peut-être effectivement l'affrontement BRICS-Occident, par exemple. ben, alors, Chine, États-Unis, c'est clair que là, c'est vraiment une question de modèle de puissance et de leadership. Donc là, les Chinois jouent sur de velours, si vous voulez, parce que vu la manière dont se comportent euh, les États-Unis d'une façon générale depuis 20 ou 30 ans, mais même depuis ces dernières années, c'est-à-dire c'est une vision de la puissance aux antipodes de la vision de la puissance chinoise. C'est une vision de la puissance qui postule que pour être le plus fort, il faut tuer les autres, quoi, quand même, concrètement. Hein. Soit on les domine, soit on les muselle, soit on les écrase. Bon. Or, précisément, toute la récalcitrance mondiale, là, est en ébullition. Et la Chine a beau jeu de dire qu'elle a un modèle de puissance très différent, qui n'a pas d'ambition de conquête au sens donc elle est là pour faire essentiellement du business et pour promouvoir plutôt une idée très chinoise d'harmonie, de chacun à sa place, chacun là où il peut, chacun voilà, chaque crise est une opportunité. Enfin voilà, bon, c'est toute la pensée stratégique chinoise et les bonnes guerres ne sont que celles qui ne se mènent pas finalement, qu'on peut à la fin éviter, etc., etc. Après, il y a des points de friction. Il y en a un qui s'appelle Taïwan. Il est très intéressant de voir ce qu'a dit Vladimir Poutine hier ou avant-hier, je ne sais plus, ça va tellement vite. Il a dit l'appartenance de Taïwan à la Chine est un fait indiscutable. Et toute tentative de déstabilisation ou de revenir sur cet état de fait est vouée à l'échec total.
je trouve très intéressant que Vladimir Poutine dise ça. Vous voyez, moi, ça, pour moi, c'est plus qu'un signal faible. Ça veut dire que le partenariat stratégique est fort, est très fort. Quant à Xi Jinping, ce n'est pas lui qui l'a dit, d'ailleurs, c'est le porte-parole du ministère de la Défense, il a dit que la Chine était prête à s'engager militairement aux côtés de la Russie si l'OTAN ou les États-Unis ou l'Occident, je ne sais plus, attaquait militairement la Russie. Donc, je veux dire, on parle pas de... On n'est pas en train d'enfiler des perles, là. Les choses deviennent assez claires. Après, la lutte pour le leadership, ça va être une lutte, en fait, pour une sorte de soft power, surtout. Et l'Amérique, elle doit restaurer complètement son soft power. Complètement. Il est en morceaux, son soft power. OK, il y a le cinéma américain, bien. Bon. Mais le vrai soft power, la capacité d'influence, qui est aussi basée naturellement sur une capacité de nuisance, hein, pas, là aussi, c'est pas juste embrassons-nous Folleville, c'est pas du tout le sujet, c'est voilà, quel mal je peux te faire, et donc qu'est-ce que tu tolères de moi, et donc comment est-ce que tu m'ouvres des portes, et voilà. Bon. Donc oui, les deux pôles sont là. Après, il y a tout cet espace eurasiatique central, qui est donc le cauchemar géopolitique américain depuis déjà plus d'un siècle. C'est-à-dire, c'est la puissance continentale du cœur du monde, quoi. Ce qui ne doit pas exister. Et là, pour le coup, l'Amérique, l'Angleterre, tout le monde est d'accord. Et nous, la France, on n'a rien compris. On n'a pas compris qu'on était un bout, le bout, en fait, de ce grand ensemble. Et nous, on se colle et on se dissout, à vrai dire, avec une naïveté absolument confondante dans les méandres européens, en faisant semblant de croire que la puissance est là. Donc, ça, c'est une erreur. Et ça, cette intégration eurasiatique, elle est en cours, elle se voit tous les jours, dans tous les domaines, que ce soit les institutions type Communauté économique eurasiatique, Organisation de coopération de Shanghai, Organisation de traité de sécurité collective, les BRICS naturellement, alors là, qui vont au-delà même de l'Eurasie, qui maintenant essaiment, enfin, ça va devenir énorme tout ça. Ça Ouais, va c'est devenir énorme. énorme. Mais ça ne va. La grande différence avec ce que nous, on a fait en Occident, c'est que c'est énorme, mais ça n'est pas uniforme. C'est-à-dire qu'on ne prétend pas éraser, faire disparaître les cultures, les traditions, les peuples, les territoires, les religions, voilà, on n'est pas dans une idée de dissolution. Au contraire, on est dans l'idée d'un respect. Alors, ça peut être très formel, parce que quand vous avez des puissances comme la Chine ou la Russie qui viennent s'intéresser à votre petit territoire d'Afrique, bon, bien sûr, là encore, elles le font pour des raisons, pour des objectifs, etc. Mais en fait, ce modèle alternatif là de puissance, il propose du respect. Le truc qu'on a complètement oublié en Occident. Nous, on ne sait pas ce que c'est respecter les autres. On ne respecte rien, nous. On ne respecte rien. On est dans un ethnocentrisme total, dans une diffusion totalement désinhibée de notre surplomb moral, et on explique que c'est nous qui détenons les canons du bien, du vrai, du beau, du mal, d'ailleurs aussi. On sait tout. Voilà. Et on va vous expliquer comment vous allez vivre, comment vous allez ci, et puis si vous ne faites pas ce qu'on vous dit, et puis si vous n'êtes pas démocrate comme on vous dit, vous le soyez, et puis ci, et puis ça. Ça ne marche plus, c'est terminé. Et maintenant, il y a d'autres grands parrains qui proposent aux États bon, bah, d'exister, de trouver leur place. Ils ne vont pas se transformer en pôle de puissance énorme, mais il y en a certains qui ont des ambitions régionales et qui seront des puissances régionales associées aux BRICS et elles-mêmes, j'allais dire, tête de réseau d'autres petits pays autour. Moi, je pense que ça va être ça va être une arborescence, le système BRICS, au sens large. Après, il y a les enjeux, bien sûr, monétaires. Bon, ça, on voit bien que derrière, il s'agit de faire en sorte que le dollar ne domine plus totalement, puisque le dollar n'est plus identifié, là aussi, depuis au moins 20 ans, n'est plus identifié comme un outil de sécurité,
et de fiabilité, mais comme un outil de contrainte. Donc, à partir du moment où on peut vous écraser, où vous piquez vos assets technologiques, où vous contrôlez complètement, où vous gelez vos avoirs. C'est pour ça que la question du gel des avoirs russes, là, il y a une récente, toute récente déclaration là, de je ne sais plus qui, Zakharova, ou je ne sais plus qui a dit en Russie, qui a dit si jamais vous touchez à nos avoirs, vous allez avoir des représailles considérables, économiques, hein, économiques, probablement. Ça ne veut pas dire qu'ils vont balancer des ogives nucléaires. Ça veut dire qu'on ne comprend même pas qu'en se servant de l'extraterritorialité américaine et d'une manière générale, en s'arrogeant le droit de faire des sanctions en permanence dès que quelqu'un ne fait pas ce qu'on veut qu'il fasse, en fait, on est en train de pousser tous les investisseurs, tous les gens qui veulent investir dans nos pays ou avec nous, etc., à se dire, oula, oula, mais et si demain je ne leur plais pas, qu'est-ce qui se passe pour moi? On va aussi me geler mes avoirs, on va me piquer mes intérêts pour aller les filer à un autre État, etc., etc., etc. Donc, on a suscité la défiance et ils sont en train de proposer des modes de confiance. C'est pour ça que ces questions géopolitiques, elles sont aussi extrêmement culturelles, en fait. Elles sont elles sont aussi très politiques au sens des valeurs, mais pas nos valeurs à nous, on ne sait pas très bien ce que c'est, des valeurs concrètes qui permettent la coexistence. Voilà. Les Européens, en ce moment, un peu partout, ont une vraie peur d'une attaque russe potentielle d'un pays de l'OTAN. On a eu Boris Pistorius, qui est le ministre de la Défense allemand, qui a déclaré hier, je crois, ou aujourd'hui, que les pays européens doivent être prêts à contrer toute menace militaire russe dans les années à venir. Il y a même des médias qui évoquent les projections, les préparations pour une attaque russe d'un pays de l'OTAN en 2026. Comment est-ce que vous voyez ce qui se passe en France et en Europe aujourd'hui par rapport à justement cette géopolitique mondiale actuelle? Moi, je suis affligée, hein, pour être honnête. Je suis vraiment affligée de notre niveau de compréhension de ce qui se passe. Enfin, soit on est complètement idiot, soit on veut rien savoir. Mais c'est pas possible, c'est tellement évident, ça saute tellement aux yeux. Alors, la Russie va attaquer les pays de l'OTAN. Bon, déjà, ils ont tous expliqué que. ils- les Russes ont eux-mêmes expliqué qu'ils ne faisaient pas le poids, ok, ni démographiquement, ni militairement, et que ce n'était pas du tout leur sujet. Leur sujet, c'est qu'on leur fiche la paix et qu'on ne soit pas en mesure de leur balancer des ogives nucléaires sans qu'ils n'aient un temps de réaction suffisant. Voilà, c'est-à-dire de maintenir un équilibre dissuasif de la terreur, en fait, qui était celui qui existait jusqu'à ce qu'on veuille faire rentrer l'Ukraine dans l'OTAN. C'est quand même, il n'y a pas besoin d'avoir fait un doctorat en physique nucléaire pour comprendre ça, c'est une évidence. Bon, après, c'est une vieille histoire, donc on a monté notre affaire longtemps, la Russie a résisté longtemps, a prévenu longtemps, a dit longtemps, il y a des stratèges américains qui m'ont expliqué aussi, attention, attention, pas l'Ukraine, ne prenez pas l'Ukraine, ça va mal se passer. Bon, on l'a fait, voilà, on l'a fait, on a d'abord élargi 5 fois l'OTAN, et puis là maintenant, on veut carrément se mettre à leurs frontières. Bon, ben, voilà, si on venait se mettre à nos frontières avec des ogives nucléaires d'une alliance militaire qui soit contre nous, j'aimerais bien voir comment on réagirait, ou comment réagiraient les Américains, ou comment réagirait n'importe qui. N'importe qui, c'est tellement basique. Bon, alors après tout le conflit ukrainien, ça on pourrait y passer des heures. Donc, je pense que rien, l'OTAN, comme d'habitude, qui doit, persévérer dans l'être, bon, ça, elle a commencé depuis les années 90, puisqu'elle aurait dû disparaître, donc elle a persévéré dans l'être, elle s'est payé la Yougoslavie, enfin la Serbie, elle est allée en Afghanistan, bon, enfin bref, voilà. Mais parce que derrière, l'OTAN n'est pas qu'une organisation militaire, l'OTAN est une organisation politique de contrôle américain sur l'Europe. Donc ça, voilà, c'est clair. Donc, il s'agit pour elle de justifier la permanence, en fait, et, et, la, et la montée en puissance, qui est d'ailleurs nécessaire, parce que l'OTAN, c'est bien gentil, mais c'est des petits bouts
de force éventuellement, alors que dont les procédures et les procédés, les process sont certes partiellement intégrés, mais pour intervenir tout seul contre la Russie, tous ensemble contre la Russie, pardon, c'est une autre paire de manches. Et je pense qu'on en est parfaitement incapable. Donc on est en train de faire ce qu'il faut pour en être capable. Mais pourquoi veut-on faire ça à tout prix? Vous voyez bien que là, si on persiste à dire qu'en 2026, il va falloir qu'on soit capable de faire la guerre frontalement à la Russie, c'est quand même qu'on a une idée derrière la tête. Parce que la Russie, elle a été très claire. Elle veut démilitariser l'Ukraine, elle veut dénazifier l'Ukraine. Bon, dénazifier, là, on peut parler de ce que veut dire dénazifier pour eux. Et elle veut surtout, avant toute chose, reneutraliser l'Ukraine. Et avant-hier, dans son discours de réélection, Vladimir Poutine l'a clairement dit, nous allons, nous ne nous interdisons pas, ou nous nous orientons vers, je ne sais plus comment il l'a dit, la création d'une zone, il l'a appelée sanitaire. Bon, c'est une zone tampon, c'est un no man's land en fait, voilà, qui en fait va leur permettre de se mettre à l'abri des armes de l'OTAN qu'on est en train de leur installer partout. Enfin, il y avait 12 bases de la CIA en Ukraine. Hein. Ils ne sont pas arrivés en février 22. C'est depuis 10 ans. Voilà. Il y avait plusieurs petites bases de l'OTAN, d'ailleurs, de formation, qui ont été détruites dès le début par la Russie. Voilà. Donc, la manière dont on présente ce conflit, dont on prétend le traiter, dont on monte en sauce d'une façon complètement délirante la menace militaire russe, en fait, c'est une prophétie autoréalisatrice. On est en train de se mettre en condition et de pousser jusqu'au moment où la Russie va devoir encore faire quelque chose. Pour l'instant, elle est en position de force militairement, c'est clair, c'est net. Il n'y a encore que les Français pour ne pas comprendre ça. Les Américains le disent, les Anglais le disent, tout le monde le dit. Bon. On a évidemment peur d'envoyer des forces vraiment en Ukraine, parce que des forces sous drapeau, j'allais dire. Bon. Mais la France, n'est-ce pas, de son panache blanc, a expliqué qu'elle allait prendre le lead de cette. Voilà, notre président a des ambitions européennes, n'est-ce pas? Et donc, il s'agit de montrer, de faire peur à Vladimir Poutine, de le faire réfléchir. Non, mais je sais pas. Moi, j'ai l'impression que. Je me demande d'ailleurs ce que font nos états-majors. Pourquoi est-ce qu'ils n'expliquent pas quelques petites réalités sur l'état des armements des uns et des autres, la capacité, la cohésion nationale d'ailleurs aussi, tout. Je ne vois pas l'intérêt. Ce n'est pas notre conflit. Nous sommes là encore, nous sommes nous-mêmes un proxy américain qui travaille pour un proxy américain. Hein. Voilà, c'est quand même ça le sujet. Sauf que le proxy américain ultime, c'est-à-dire la malheureuse Ukraine, à qui on a dit tu vas faire la guerre et on te fait rentrer dans l'OTAN, tu vas faire la guerre à la Russie et si tu réussis bien, tu rentres. Elle est en morceaux. Les gens, il n'y a plus d'hommes, c'est fini. Hein. Tous ceux qui avaient de l'argent, ils sont partis. Hein. Et ceux qui n'avaient pas d'argent, ils se sont fait envoyer au front. C'est une boucherie. C'est sans issue, parce que militairement, c'est sans issue, parce qu'entre l'aviation, l'artillerie, les drones russes qui sont sans fin, et puis l'Ukraine qui, voilà, pour des raisons tactiques, pour des raisons d'armement, pour tout un tas de raisons, est arrivée un peu au bout de ses forces actuellement. Donc on se dit, on va la renforcer. On va la renforcer en faisant des bases industrielles sur son territoire avec nos forces. Donc là, on devient ipso facto des cibles légitimes pour la Russie. Là. Bon, ils l'ont dit, hein, ils l'ont déjà dit je ne sais pas combien de fois. Si vous envoyez directement, parce que c'est un jeu de dupes en Ukraine, les Russes savent très bien qu'il y a des milliers de soldats de pays occidentaux en Ukraine. Déjà les servants des matériels qu'on leur donne. Hein. Les conseillers, les services, les gens qui aident au ciblage, enfin bon, il y a beaucoup de gens. Tout ça, ce sont des secrets de polichinelle. Mais ils sont tous sous uniforme ukrainien. Les Polonais, les Britanniques, les Français, bon, voilà. De temps en temps, les Russes nous rappellent quand même qu'ils savent où sont tous nos hommes. Hein, bon.
Donc, pour l'instant, on fait joujou, entre guillemets, mais c'est un jeu extrêmement sanglant quand même, pour eux, plus que pour la Russie. Et au lieu d'arrêter les frais et de dire, si ça continue, ça va se déplacer au sud, on est en train de monter une opération, à mon avis, dans le sud, avec la Moldavie, la Transnistrie. On aura peut-être une provocation, comme on en a toujours, hein, comme il y a eu Butcha, comme il y a eu Ratchak en Yougoslavie, comme il y en a eu d'autres. Il faut toujours un incident déclencheur. Il y a un truc qui justifie que, voilà, parce que d'un seul coup, c'est la terreur, c'est horrible. Donc là, on peut très bien avoir une attaque sous faux drapeau quelque part entre la Moldavie et la Transnistrie. En Transnistrie, ils sont morts de peur. Ils ont bien conscience que ça va, c'est inquiétant. Hein. Il n'y a eu que 10% du corps électoral de Transnistrie qui a voté. Ils ont peur. Alors qu'ils sont tous russes. Ils sont étouffés économiquement depuis des mois par la Moldavie. Mais voilà, ils ont la trouille. Ils sentent que, bon. Donc, est-ce que l'idée, c'est de protéger finalement, parce que toute la grande question, c'est Odessa, c'est la mer Noire. Si la Russie arrive à s'emparer, à fermer la mer Noire à l'Ukraine, là, ça devient compliqué. Là. Voilà. Donc, pour moi, si j'étais négociatrice, moi, je proposerais un statut de ville internationale, un truc pour Odessa qui fasse que Odessa ne permette plus à l'Ukraine de taper la Crimée, enfin, les environs d'Odessa, etc., mais que Odessa reste ukrainienne, même si c'est une ville russe historiquement, etc., etc., etc. Mais bon, il y a un moment où il faut arrêter le compas quelque part. Je voudrais qu'on parle d'un autre sujet, et notamment, bon, on l'a évoqué un peu, hein, mais c'est la technologie. Vous avez écrit un livre avec Général Vincent Desportes et Régis Debray, Guerre, technologie et société, le progrès va-t-il dans le bon sens? C'était en Il y a 2014. 10 ans, ouais, il y a 10 Exactement. ans. Et qu'est-ce que vous en diriez aujourd'hui de la technologie? On peut rajouter la phrase de justement de Poutine hein, qui dit qui maîtrisera l'IA maîtrisera le monde. Qu'est-ce que vous en pensez des évolutions technologiques et de l'impact que ça va avoir sur bah, justement sur la géopolitique mondiale? Alors, je ne savais pas que Poutine avait dit ça. Oui, qui maîtrise l'intelligence artificielle va maîtriser le monde au sens qu'on va pouvoir maîtriser les masses. On va pouvoir maîtriser la vie des gens, la vie des populations, en fait. Après, moi, à l'époque où j'ai écrit ça, je pensais surtout déjà aux utopies transhumanistes. Enfin, j'en parlais déjà dans mon tout premier bouquin, d'ailleurs, Manière du monde, manière de guerre. Et je pensais surtout au risque de déshumanisation, voilà, y compris dans la guerre. J'ai retrouvé la phrase Ouais. exacte, c'est le leader en intelligence artificielle dominera le monde. C'était ça la phrase de Poutine exacte. Par rapport à l'éthique, quand vous parlez de l'éthique et de l'homme là-dedans, quelle est votre réflexion justement? Parce que l'éthique, c'est vraiment un sujet que vous voulez défendre dans les rapports avec la puissance, l'influence, le leadership et la négociation. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce que c'est aujourd'hui l'éthique dans le contexte dans lequel on évolue? Ben, l'éthique, si c'était un objectif, le respect d'une forme d'éthique, en fait, l'éthique, c'est ce qui fait lien entre les choses différentes. Et moi, je l'oppose à la morale. C'est une conception très phénoménologique, donc très discutée. Bon, enfin, moi, j'ai été formée comme ça. Donc, c'est pas parce que ethos et mos moris, on explique, ah, mais c'est toujours la même étymologie, donc ça veut dire la même chose. Non, ça veut pas dire la même chose. La morale, elle est contingente. Et Poutine, il se contemporaine croit, peut-être. pardon. Et même contemporaine peut-être. Oui, non, mais totalement. Elle est liée à des intérêts, à un lieu, à un temps, à une situation, à une perception qu'on peut avoir de soi et des autres, etc. Donc la morale, et surtout la manière dont on s'en sert, dont on instrumentalise en relations internationales, on voit bien que c'est essentiellement, ça n'a certainement pas apporté du lien, de l'apaisement, de la paix, de la coexistence, du respect, quoi que ce soit. Ça a essentiellement permis d'identifier les bons et les méchants, les blancs et les noirs, ceux qu'on tue et ceux qui ont le droit de tuer. Voilà. Bon. Au nom, naturellement, de la morale. Bon. Voilà. L'éthique, pour moi, c'est ce qui est beaucoup plus immanent, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on a en soi,
qui doit guider un comportement général et qui, dans les situations conflictuelles, peut être d'un grand secours parce que ça permet justement de créer enfin de rechercher et éventuellement de réveiller chez l'autre, chez l'adversaire en l'espèce, voire même l'ennemi, une forme de relation et donc de capacité à discuter et donc de capacité à sortir de l'opposition à mort, si vous voulez, qui est je suis bon, tu es le mal, donc je peux tout me permettre, quoi. Je peux te tuer, je peux t'écarteler, je peux te ruiner, je peux te... Bon, voilà. Donc moi qui essaie de chercher des manières de faire pour déconflicter, si j'ose dire, certaines situations, je pense que l'éthique est un vrai, c'est le kit de survie, quoi. Il faut absolument s'intéresser à ça. Et dans la guerre, évidemment, il y a plein de problèmes éthiques. Moi, j'ai été professeur justement d'éthique du conflit à l'école de guerre quelques années. Je l'ai vu chez mes élèves, qui étaient pas des petits jeunes, hein, qui avaient 15 ans d'expérience opérationnelle, hein, derrière eux, donc des soldats, des combattants. Mais justement, entre l'éthique et la morale, il y a la différence entre un soldat et un tueur. C'est pas la même chose. Oui, c'est Voilà, ça. Et quand on voit voilà. aujourd'hui, effectivement, qu'il y a beaucoup de Le mercenaires, soldat n'est pas un tueur. Voilà. oui, on voit beaucoup de mercenaires aujourd'hui. Et que là, il y a une différence entre un soldat et un mercenaire. Ben Parce oui. que, et ça, on rejoint complètement le sujet de l'éthique. On arrive vers la fin de l'interview. Déjà? Et déjà, ça passe vite et c'est très Ouais. agréable. Merci. Et j'aurais voulu vous demander, parce que vous avez parlé du fait que vous avez enseigné longtemps un peu partout, et donc l'idée, c'est de donner quelques conseils, peut-être aujourd'hui, aux jeunes ou aux étudiants qui s'intéressent à la géopolitique et aux sciences politiques. Pratiquer le doute, se méfier des phénomènes de masse, des soi-disant phénomènes spontanés. Il y a pas grand-chose de spontané dans les relations internationales. C'est pas du complotisme, mais les choses n'arrivent pas par hasard. De chercher des liens entre des situations qui pourraient paraître assez décorrélées, qui le sont rarement. De lire beaucoup, Alors euh, justement, quelles recommandations vous feriez? Des conseils de lecture? bah, de lire les grands déjà, donc pour connaître un peu les pensées, mais de lire, alors bon, déjà il faut lire Le Grand Échiquier de Zbigniew Brzezinski, il faut lire La guerre hors limite des deux colonels chinois là dont j'ai oublié les noms, mais ça ce sont des livres qui ont déjà 25 ans, 20 ans, je ne sais plus, enfin, je suis vieille. Mais il faut lire Kissinger, il faut s'intéresser aux vieilles théories anglaises et américaines de Spikeman et de Mackinder. Il faut s'intéresser aux doctrines nucléaires. Il faut aller sur les sites officiels des États. C'est très intéressant, c'est passionnant. Ce qui y est, ce qui n'y est pas, ce dont on parle, ce dont on ne parle pas. Il faut bien sûr s'intéresser à tout ce qui est grille de lecture économique, technologique aujourd'hui certainement, et énergétique. Moi, je rêve d'avoir un planisphère, vous voyez, comme le PDG de Total, avec tous les pipes de la Terre gigantesques qui s'allument, les projets, les trucs réalisés. Voilà, ça, c'est Ça, ce serait totalement... formidable. C'est une C'est le super pied. idée, ça, de créer une Ah, entreprise qui permet de le faire, mais avec c'est génial. même tous les câbles sous-marins Exactement, et voir tous les exactement, satellites tant qu'à faire. Hein, hein, exactement. et tout ça en 3D, bien sûr. Ah ouais, truc, bon. Ça serait fantastique, ça. Non, mais je trouve que c'est, voilà, parce qu'on voit le monde différemment. Parce que bien sûr, il y a les États et il ne faut pas les négliger.
Parce que si chez nous, les pouvoirs sont aux mains souvent de puissances d'argent, dans beaucoup d'États et dans les grands États, c'est encore très structuré politiquement autour justement d'une cohérence et autour d'une verticalité aussi d'ailleurs. Et donc là, les États ont beaucoup plus de pouvoir que chez nous, les appareils d'État. Bon. Donc c'est très intéressant de voir ce qui est dit, d'écouter aussi les grands diplomates. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a. Si vous écoutez, je suis désolée, je vais citer un russe, mais écoutez Sergueï Lavrov. Mais on devrait, je veux dire, ça fait 15 ans qu'il est ministre, lui. Il connaît la terre entière, il parle 6 langues. C'est une manière de raisonner, de faire, c'est extrêmement instructif. Extrêmement instructif. C'est instructif aussi d'ailleurs d'écouter les Américains pour comprendre comment ils raisonnent. Chinois, même chose, les Turcs, les Iraniens, naturellement. Mais je pense que les grilles qui sont très peu en France, on le fait assez peu, et moi je ne le fais moi-même pas assez, je pense. Mais prendre regarder les conflits à travers les questions énergétiques. Voilà. Ça, c'est quand même fondamental parce que la lutte, elle est à mort, là. Donc, quand on voit ce qui s'est passé avec Nord Stream 1 et 2, ça se passe de commentaires. Hein, voilà. Quand on est Alors, capable de faire ça. pour Voilà. finir, est-ce que vous pourriez nous dire quelque chose de positif Mais je sur... vous ai dit que des choses positives. non, non, il y a des choses positives, mais peut-être un dernier mot positif sur l'évolution un petit peu de la géopolitique. Ben, moi, si vous voulez, je pense que cette grande mutation dont j'ai parlé au début de notre entretien, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que ça va donner une respiration à pas mal de parties du monde et à pas mal d'États qui désormais ont un peu le choix de leurs alliances, mais même simplement de leurs relations, toutes simples, dans certains domaines avec certains, dans d'autres avec d'autres, si vous voulez. Euh, Moi, je suis non alignée essentielle, quoi. Dans tous les domaines, je ne sais pas m'aligner. Donc, je pense que c'est très important pour être libre, hein, pour garder un tout petit peu de jugeote, un tout petit peu de discernement et un tout petit peu d'autonomie, de ne pas toujours vouloir aller se coller dans les jupes de quelqu'un et obéir. Bon, donc, j'invite nos auditeurs à pratiquer ça. Ils pratiquent le non-alignement intellectuel déjà, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est très positif. Et je pense que l'ensemble de la planète, ça va être difficile, hein, il va y avoir plein de, bien sûr, c'est sans arrêt dangereux, douloureux, compliqué, bien sûr. Mais globalement, il est temps que le monde sorte de la gangue de l'unilatéralisme qui a prévalu pendant 30 ans. Ça n'est plus du tout adapté, c'est complètement anachronique maintenant, c'est complètement obsolète. Et on peut arriver peut-être à des équilibres différents, revenir aussi à la Charte des Nations Unies, revenir à la non-ingérence, cesser de faire des leçons, cesser de voilà, prendre le monde un peu tel qu'il est. Quoi. Voilà. Eh bien, merci Caroline Galacteros Je vous et, en prie. et à bientôt.